Plus que les rêves, le fantasme est traversé par le conscient, marqué par l'interdit et par la transgression. C'est peut-être la formation de l'inconscient la plus double, si je puis m'exprimer ainsi, puisque à l'encontre d'un rêve, où les représentations et les signifiants se trouvent cristallisés comme produit inconscient, d'une projection inconsciente, dans le fantasme règne l'ambiguïté. Cette ambiguïté, comme l'écrit Paul Laurent Assoun, est relative au fait que c'est impossible de dissocier l'acte du produit. Ambiguïté qui pourrait être déterminante pour toute la problématique inconsciente. Pourquoi vous parlez de la voix et son double? Mon choix se porte-t-il sur parler de l'échographie du fantasme? Ce n'est surtout pas pour indiquer que le fantasme pourrait faire l'objet d'un diagnostic envisageable d'imagerie médicale. C'est surtout pour souligner que le son, hijos, l'écho, hijo, l'écriture, de même que la graphie, compose le matériel indispensable d'une retranscription vocale perpétuelle de ce qui évolue en permanence pour un sujet, à savoir la métaphore et la métonymie du texte original de la castration. Avant tout, le fantasme, c'est une scène qui peut être tout aussi bien imaginaire que symbolique, corporelle, somatique, inconsciente ou autre. Mais c'est une scène qui, via la pulsion invocante, peut se poser comme le double de la voix. Nous laissons entendre par là que dans le fantasme, nous pouvons écouter en même temps l'écho de l'interdit et l'écho de la transgression, toujours à la mesure du rapport à la castration. C'est ce que Assoun appelle le savoir artistique du fantasme, c'est-à-dire un double jeu du fantasme, puisqu'il pose dans le même acte l'interdit et la transgression. Via la pulsion invocante et la pulsion scopique, le fantasme devient la scène individuelle, la scène audiovisuelle sur l'écran d'où surgissent de rêves diurnes. Le montage de ces rêves diurnes porte la marque d'une culpabilité surmoïque hantée par un jugement conscient au quotidien. Pour comprendre comment le fantasme se pose comme le double de la voix ou du regard, il faut vraiment saisir comment le sujet projette inconsciemment la mise en scène de sa satisfaction pulsionnelle. Les axes protagonistes dans la mise en scène fantasmatique de la satisfaction pulsionnelle du sujet sont toujours l'interdit et la transgression. C'est toujours via l'interdit et la transgression que le sujet juge et se trouve jugé pour faire tenir un rapport satisfaisant face à la castration dans sa filmothèque historique du refoulement. L'échographie du fantasme, par l'intermédiaire par l'intermédiaire des ultrasons
de la castration nous rassure donc sur les rapports satisfaisants que le sujet entretient avec son image corporelle et avec son écho vocal. Pour chaque sujet, la filmothèque historique du refoulement contient des moments plus ou moins traumatiques, des moments à accepter ou à refuser, des moments à réhabiliter ou auxquels il faut renoncer. Il ne serait sans doute pas faux de dire que le plaisir se trouve toujours dans l'image projetée sur l'écran fantasmatique, tandis que la jouissance demeure à disposition sur la plaque ou la pellicule à l'origine de cette image et pourra être utilisée comme le négatif d'une photo. En ce qui concerne la voix, je pourrais dire que la voix n'a pas son double que dans la voix, mais que ce double en passe par le fantasme. Je vais dire par là que l'échographie du fantasme nous révèle que le fantasme travaille infatigablement l'inscription consciente et le refoulement inconscient de l'extériorité de la voix et de l'intériorité de la voix via l'évocation et l'invocation. Ainsi, la voix, comme effet d'organe et comme effet objectita, assure la succession fonctionnelle et spéculative de notre effet d'organe et l'un autre objectita qui est la voix même. Il y a une réappropriation de la voix par la voix dans cette scène, dans ces territoires de dédommagement pulsionnel qui s'appelle le fantasme. Le dispositif fantasmatique est bien scopico-verbal, nous dit Assoun. C'est à la fois le corps propre et le par-l'être qui sont ébranlés par l'événement fantasmatique. C'est proprement un lieu de passage. La voix dans ce lieu de passage, qui s'appelle fantasme, se sert de ce dispositif scopico-verbal pour faire entendre et faire voir son double. Ce qui ne s'entend pas par l'intermédiaire de la matière sonore de la voix, via les protagonistes de chaque scénario, projeté sur l'écran du fantasme, constitue le double de la voix. Si, comme le dit Lacan, c'est le manque à être qui constitue l'aliénation structurale du sujet, ce qui constitue son aliénation vocale, c'est ce qu'il n'entend pas dans l'émission vocale, mais qu'il entend scopico-verbalement. Il n'y a que dans l'hallucination auditive de psychose, c'est-à-dire dans cette formation inconsciente qui échappe à la castration et à toute échographie du fantasme, que la voix entend son double émis vocalement. Car dans les hallucinations auditives, entre l'instance psychique du grand autre et l'hallucinant, la voix comme objectita n'est médiée par aucune castration, par aucun dispositif fantasmatique. Il n'y a pas de lieu de passage parce qu'il n'y a pas de passage. Le double de la voix chez l'hallucinant est de l'ordre du même. Il évoque le même. Le corps propre et le par-l'être ne sont pas érigés pour l'un, énoncés pour l'autre symboliquement, via le rapport à la castration, mais réellement via les commandements surmoïques vocales. Comme si le délire énoncé à haute voix, c'est que le fantasme profère in petto, comme l'écrit bien Assoun. Le double de la voix, via l'échographie du fantasme, est une voix que le sujet psychotique
n'entend pas dans sa matérialité sonore, mais qu'il entend scopico-verbalement dans la pluralité et le renouvellement des messages projetés et reçus en même temps par l'instance du grand autre comme agent du rapport du sujet à sa castration. Le double de la voix dans l'hallucination auditive est une voix qui constitue l'écho du même, que le sujet entend dans la répétition vocale du même message projeté. Comme si dans le délire, le double de la voix consonnait avec ces commandements surmoïques qui fait état de rappel monotone et insistant. Pas besoin d'échographie du fantasme pour le sujet psychotique qui a pris l'habitude d'invoquer sa vérité là où la haute voix ne lui laisse entendre que le bruit de sa propre forclusion comme sujet exclu de l'ontogénèse d'une société évolutive et progressive dans sa stagnation. Le double de la voix, tout en gardant stable le réel vocal de ce qui constitue sa propre répétition, sa propre validité, sa propre formation comme semblable ou comme autre échantillon d'un objet, prend des formes symboliques différentes selon la structure psychique qui permet au sujet d'avoir ou pas un rapport résolutif face à tel ou tel signifiant de la castration. Dans ce rapport du résolutif du sujet à sa castration, le sujet même garde intacte la jouissance de ce que j'appelle le négatif de la voix et de son double. La jouissance du négatif de la voix et de son double n'est pas la jouissance de la capacité d'origine biologique de pouvoir entendre et s'entendre via la production organique ou représentative des sons, ce qui est le cas chez les sujets sourds-muets. La jouissance donc du réel du négatif de la voix et de son double reste stable. C'est la voix et son double, en sa forme symbolique, qui pose la problématique de l'audibilité comme affaire du rapport du sujet à la castration. Le son est une sensation auditive provoquée par une vibration. 3 éléments sont nécessaires à l'existence d'un son. Une source qui produit le son, un milieu qui transmet la vibration et un récepteur. L'oreille et lui. De la même manière que nous pouvons parler du corps du fantasme, nous pouvons aussi parler du vocal et de l'auditivité ou réceptivité du fantasme. La définition du fantasme d'après Lacan, c'est ce manque à être qui constitue l'aliénation qui s'installe à la réduire au désir. D'essai qu'il en tient la place par cette incarnation du sujet qui s'appelle la castration, et par l'organe du défaut qui devient le phallus. Lacan ajoute aussi au sujet de ces manques à être qui constituent l'aliénation dans le fantasme qu'il est maniable d'être enveloppé du contenant qu'il crée. Retrouvant pour ce faire les chutes qui témoignent que le sujet n'est que fait de langage, nous les avons promus comme objet, theta. Essayons de reprendre tout cela. La voix, comme objet theta, constitue selon Lacan une chute qui témoigne que le sujet n'est que fait de langage. Ces chutes, plus précisément, ces voix objet theta, créent les contenants du vocal du fantasme. Et le manque à être du sujet
est maniable tout en étant enveloppé de ses contenants vocaux. En ce qui concerne le désir du sujet, ce dernier est la réduction de ce manque à être qui constitue l'aliénation. Enfin, cette aliénation minime nécessaire s'installe là où le sujet tient sa place dans le fantasme par cette incarnation qui est la castration même et par cet organe du défaut qui devient le phallus. Approchant ce que j'appelle le vocal du fantasme, nous saisissons que le manque à être qui pousse au désir à être, via cette aliénation structurante du sujet comme effet de langage, a son propre contenant vocal. Et ce contenant vocal du fantasme est créé d'un côté par cette jouissance du réel du négatif de la voix et de son double. Disons que ce contenant constitue le contenant vocal stable du fantasme. De l'autre côté, ce contenant vocal du fantasme est créé par la voix et son double en leur forme symbolique. Disons que ce contenant vocal constitue le contenant où le sujet tient sa place dans le fantasme, incarnant la castration et le phallus via le rythme, le mouvement, l'harmonie de son aliénation vocale. Nous saisissons qu'il s'agit là du double de la voix comme objet petit a dans le contenant vocal du fantasme, mais en sa version symbolique. Autrement dit, là où le sujet jouit vocalement le double de la voix, reste stable dans sa projection auditive répétitive. Là où le sujet se trouve incarné en même temps qu'il incarne la castration et tout substitut phallique, le double de la voix se relève d'une consonance autre, d'une consonance du grand autre. Cette consonance du grand autre nous oblige à concevoir un quelconque son phallique ou son de la castration qui fait que le double de la voix, en sa forme symbolique, sans la diversité, sans l'altérité. Pour éclaircir ce dont il s'agit, il faut apercevoir qu'il y a une économie concernant le double de la voix en sa version symbolique et concernant le contenant vocal du fantasme. Il y a le scénario projeté sur l'écran fantasmatique par le regard et la vision, et il y a le scénario projeté sur l'écran fantasmatique par l'écoute et la voix via l'évocation et l'invocation. La castration peut s'entendre, elle a son propre timbre, sa propre couleur sonore. Il y a toujours entre le plaisir et la réalité quelque chose à entendre et quelque chose à entendre après, dans l'après-coup, ou même dans l'après-mort, dans un post-mortem du double de la voix qui, dans le contenant vocal du fantasme, ne donne même pas de plaisir au sujet qui puisse lui permettre de projeter un entendement précis. Cela puisque telle jouissance, telle condition. Et comme l'actualité de la guerre nous le montre, il y a une répétition historique, mais il y a aussi quelque chose d'aveugle et de sourd-muet qui fait qu'on n'apprend pas, qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas les sirènes, sauf lorsqu'elles sont suivies par les bruits de bombes. Voilà, je crois, le meilleur exemple, meilleur sans doute même s'il est morbide, de ce que le double de la voix constitue pour le sujet dans son actualité.
Tout est là, les bruits, l'objet, la répétition, la castration, la pulsion des morts, la pulsion des vies. Il y a les jouissances du double de la voix dans les contenants vocaux du fantasme, la jouissance de quelque chose dans la réalité que nous voulons éviter, mais que nous n'arrêtons pas de répéter historiquement. Autrement dit, cela nous conduit à entendre les sirènes parallèlement au bruit des bombes de la guerre. Et de l'autre côté, le plaisir du double de la voix, en sa version symbolique, dans les contenants vocaux du fantasme, nous fait croire que la pulsion des morts constitue un champ pulsionnel comme support et complément de la pulsion des vies. Ce qui nous amène à croire que la pulsion des morts, dans un sens, est le double de la pulsion des vies, et que la pulsion des morts arrêtera d'avoir soif de s'exprimer comme le réel de la mort dans la vie même. Mais la vérité, c'est que dans l'histoire des refoulements, dans le fantasme, depuis Ulysse, le double de la voix de la sirène n'a jamais fait l'objet d'un entendement symbolique. Le double de la voix de la sirène reste à entendre parallèlement avec l'objet même de la catastrophe, de telle ou telle bombe, comme une promesse morbide du pouvoir d'altérer les semblables jusqu'à la faire disparaître. Double vocal qui entre le symbolique et le réel, entre la sirène et la bombe, entre le plaisir et la jouissance, n'a jamais posé le sujet du bon côté de l'entendement dans l'histoire de l'humanité. Voilà.